Speak, prosodie rate égale 90%. Le jour de son couronnement, Pedro el Cruel a commis un acte atroce. A-t-il assassiné sa propre femme? Préparez-vous à découvrir la vérité après l'histoire sombre du roi le plus impitoyable de Castille. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Mais avant de nous plonger dans l'horreur de ce jour fatidique, faisons connaître la victime. Blanca de Bourbon. Imaginez une jeune princesse française, avec seulement 16 ans, arrivant à la cour castilienne. Une femme de beauté unique, disent les chroniques, avec un teint pâle délicat qui lui a valu le surnom de White Queen. Son arrivée à Castilla était pleine de promesses et d'attentes. Une union politique entre deux royaumes puissants, mais aussi une aventure inconnue dans un pays étrange. Son mariage avec Pedro I, le roi de Castille, a promis de la stabilité. Lui, un monarque puissant mais imprévisible, connu pour sa cruauté et ses innombrables amants. Elle, une jeune femme innocente, espérant trouver l'amour et la paix dans sa nouvelle maison. Cependant, le destin avait une tragédie préparée pour la Reine Blanche, une tragédie qui deviendrait un mystère qui dure à ce jour. Sa vie devant le tribunal était une énigme. Les chroniques parlent peu de leur personnalité, de leurs intérêts, de leur jour. Seuls de brefs détails de leur mariage sont mentionnés, une union qui, apparemment, était loin d'être heureuse. On dit que Pedro l'a ignorée, qu'elle préférait ses amants, laissant Blanca dans une solitude imposée par la même couronne qui lui avait promis un avenir brillant. Comment avez-vous vécu ces années? Quelles pensées l'ont tourmenté? Quels secrets garde votre silence? Pensez à la Castille au XIVe siècle. Un royaume convulsé, divisé par les guerres civiles et les nobles ambitions. La noblesse, puissante et désireuse du pouvoir, a constamment contesté l'autorité du roi. Imaginez imposer des châteaux, mais aussi des villages rasés par les guerres, les paysans souffrant d'oppression et d'incertitude. C'était une période de lutte de pouvoir instable, de trahison et d'alliance, où la vie de quiconque, même celle d'un roi, était fragile. Les litiges dynastiques étaient fréquents. Des familles nobles se sont battues pour le contrôle des territoires et des ressources, tissant des alliances et des trahisons avec la même facilité avec laquelle elles ont changé l'équipe au combat. N'oubliez pas que le vrai pouvoir n'était pas absolu. Le roi a dû faire face constamment au pouvoir des grands seigneurs féodaux, qui imposaient souvent leurs propres lois et agissaient en toute impunité. Dans ce contexte d'instabilité, la figure du roi était la clé, mais aussi vulnérable. Pedro I, connu sous le nom de El Cruel, a atteint le trône au milieu de ce chaos. Son règne, marqué par la violence et la cruauté, exacerberait encore plus de tensions existantes. Sa détermination à maintenir le contrôle absolu, souvent à travers des méthodes impitoyables, l'a fait face à une opposition constante. C'était un jeu dangereux où un faux pas pourrait vous coûter la vie. Imaginez un jeune Pedro, fils du roi Alfonso XI et Maria de Portugal. Son enfance n'était pas un conte de fées. Castilla était en pleine ébullition, avec des nobles puissants contestant le contrôle, et le tribunal était un foyer d'intrigue. Depuis l'enfance, Pedro a été témoin de l'ambition effrénée des grands seigneurs, apprenant à manœuvrer dans un environnement hostile où la loyauté était un luxe que peu pouvaient se permettre. Son éducation, en charge des tuteurs et des précepteurs, a été marquée par une instabilité politique. Elle a appris à rouler, à gérer les armes et à se déplacer dans les jeux de puissance complexes qui définissaient la vie en cours. Mais au-delà des leçons formelles, il a appris une leçon encore plus importante: la survie dans un monde où la trahison était de la monnaie actuelle. La mort précoce de son père a marqué un tournant. À un très jeune âge, Pedro a été plongé dans les différends pour la succession, entouré d'ennemis qui aspiraient à sa chute. Sa jeunesse et la fragilité de sa position ont fait de lui un pion dans le jeu de nobles ambitions. La lutte pour le pouvoir est devenue sa réalité quotidienne, façonnant son personnage d'une manière que peu pourraient imaginer. Mais la mort de son père, Alfonso XI, en 1350, l'a catapulté dans une situation dangereuse. Vous étiez encore un jeune prince. Et bien que l'héritier légitime, la noblesse castilienne, divisée et ambitieuse, n'a pas vu un si jeune roi avec de bons yeux. Il y en avait beaucoup qui avaient envie de pouvoir. Et certains avaient même prévu de quitter le trône. Des intrigues ont été tissées dans les palais et les forces chuchotées dans les couloirs et les complots dans l'ombre. Le combat pour le trônat commence. /prosody /speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Votre oncle, Enrique de Trastamara, un homme rusé et ambitieux, est devenu votre principal rival. Enrique, bien qu'illégitime, avait le soutien d'une puissante faction de la noblesse qui a vu en lui un roi plus gérable. Le tribunal a été divisé, chaque côté tissant des alliances, à la recherche d'un soutien et à la préparation des terres pour une guerre civile. Les complots se sont multipliés et chaque jour, la tension dans l'air se sentait plus. Ce fut une lutte pour le pouvoir, pour la couronne de la Castille. Malgré vos jeunes, vous avez démontré une détermination du fer. Vous ne vous êtes pas laissé intimider par des menaces ou des trahisons. Avec l'aide de certains nobles fidèles et le soutien des gens, vous avez commencé à consolider votre pouvoir. Mais le combat a été long et sanglant. Et la guerre civile a éclaté, face aux frères et amis dans une bataille brutale pour le contrôle de la Castille. Each victory was fragile. Each defeat could mean the end of your reign before it started seriously. La noblesse a imposé un mariage avec Blanca de Bourbon, une jeune princesse française. Pour eux, c'était une alliance stratégique, un moyen d'assurer la paix avec la France et de renforcer votre position. Mais pour vous, c'était une imposition, un obstacle dans votre ambition de pouvoir. J'imagine que vous l'avez vu pour la première fois,
une figure élégante et élégante, avec une luminosité dans ses yeux qui reflétait, peut-être, la même peur que vous ressentiez. Blanca était une reine réticente, forcée d'épouser un homme qu'il connaissait à peine, un homme dont la réputation commençait déjà à être teint avec du sang et de la cruauté. Votre mariage était une union politique, froide et calculée. Plus une transaction qu'un acte d'amour. Il n'a probablement pas fallu longtemps pour se rendre compte que la jeune princesse n'a pas partagé vos ambitions impitoyables. Vous auriez dû vous sentir attiré par sa beauté et sa position, mais au fil des jours, la pression de votre règne, vos ennemis et vos ambitions vous en éloignent. Et la distance entre vous est devenue plus grande, transformant votre mariage en farce, une prison d'or pour les deux. Elle, un étranger dans une cour hostile. Vous, un roi piégé dans son propre réseau d'intrigues. Mais vous n'étiez pas seulement un roi imposé par la noblesse. Dès le début, vous avez travaillé pour construire une image puissante. Vous avez compris la valeur de la propagande, pour contrôler le récit. Pendant que vous étiez avec Blanca. Des histoires sur votre courage, votre justice, votre capacité inégalée à gouverner étaient déjà tissées. Des portraits ont été peints qui vous ont montré comme un jeune roi, juste et pieux. Même si la réalité était, dès que vous découvririez, très différente. Les légendes ont été promues sur vos exploits militaires, exagérant même vos victoires. Vos ennemis ont été décrits comme des bêtes cruelles, tandis que vous avez été présenté comme l'ombudsman, le protecteur de la Castille. Chaque acte public, chaque décision, a été soigneusement orchestré pour projeter l'image du roi idéal, le monarque fort et équitable dont le royaume avait besoin. Mais derrière cette image soigneusement construite, il y avait une réalité beaucoup plus sombre. Et la propagande était une arme puissante. Oui, mais je ne pouvais pas complètement cacher la vérité. Et la vérité, dans votre cas, a été teinte de sang et de trahison. L'écart entre l'image publique et votre vraie personnalité se développerait à chaque décision, avec chaque acte de cruauté, nourrissant les ombres qui finiraient par engloutir votre règne. Mais cette image soigneusement construite échelonnée. Vos premières années de règne, loin d'être l'âge d'or que vous aviez promis, ont été marquées par une instabilité qui s'est développée silencieusement sous la surface. Et la noblesse, même si je vous ai couronné, vous a regardé suspect. Sa loyauté changeait, son ambition, insatiable. Et la paix était-elle une façade, un canular pour consolider votre pouvoir avant de libérer le vrai chaos? Vos décisions initiales, bien qu'elles semblaient sages, ont caché une froideur calculée. La réconciliation avec des nobles puissants, par exemple, était plus une stratégie politique qu'un échantillon de bonne foi. Pendant ce temps, la situation économique du royaume était précaire, et la tension avec le royaume de Grenade était toujours latente. Une menace constante dans le sud. Jouiez-vous un jeu dangereux, marchant sur une fine ligne entre la paix apparente et une guerre inévitable? Prosodie. Speak. Speak. Prosodie. Rat égal, 90%. La mort de votre père, Alfonso XI, avait laissé un vide de pouvoir que vous aviez rempli d'un mélange de force et de ruse. Mais la couronne n'était pas tombée dans un plateau en argent. Et la lutte pour le pouvoir était toujours présente, bien que cachée sous une couche de tranquillité apparente. Pendant que vous avez consolidé votre contrôle sur le royaume, vous avez semé les graines de votre propre destruction. Votre ambition excessive était-elle le prélude à la tragédie qui était à venir? Ou étiez-vous simplement un produit de votre temps, un roi cruel dans une époque cruelle? À Séville, le tribunal Bullia de Intriga. Vous, encore jeune, étiez entouré de réalisateurs, nobles et familles, chacun avec ses propres programmes cachés. Dont Pedro de Castilla, votre père, avait laissé un héritage de différents territoriaux et de ressentiments qui devaient maintenant gérer. Et la noblesse était divisée en factions, disposée à se battre pour le pouvoir et l'influence. Notez comment les pièces se déplacent sur cette planche d'échecs mortelle. Parmi ces personnages clés, il y avait votre demi-frère, Enrique de Constamara, un homme rusé et ambitieux qui a caché ses véritables intentions après un masque de fidélité. Son attractivité personnelle et sa capacité à gagner la faveur des gens ont fait de lui un rival dangereux. Soyez prudent avec lui, car son sourire peut cacher un poignard. Ensuite, il y avait Maria de Padilla, votre amant et une silhouette puissante en cour. Son influence sur vous était indéniable, générant de la jalousie et du ressentiment entre la noblesse, qui a vu une menace pour leur pouvoir et leur stabilité du royaume. Elle était plus qu'un simple amant. C'était un morceau clé du jeu de puissance qui a été développé autour de vous. Sa beauté et sa force sont devenues des armes dans la cour de Séville. Mais le tribunal a non seulement respiré des intrigues politiques, mais elle a également été imprégnée d'un arôme plus dangereux. Le favoritisme. Maria de Padilla, l'amant de votre père, était devenue une figure omniprésente. Sa beauté captivante et son influence sur le roi étaient évidentes pour tous. Vous avez regardé avec une agitation croissante comment leur pouvoir augmentait, même éclipsé la reine légitime. Son ascension était fulgurante. Maria de Padilla a reçu des titres, des terres et des richesses. Tout cela grâce à la vraie faveur. Les nobles, craignant de leur pouvoir, s'alignaient avec lui ou ont conspiré contre eux, selon leur commodité. Mais son influence ne se limitait pas à la politique. Il s'est étendu à tous les aspects du tribunal, y compris la prise de décisions militaires et financières, ce qui vous préoccupe de plus en plus. La situation est devenue de plus en plus instable. Et la présence de Maria de Padilla, si puissante et visible, était une menace constante pour la stabilité du royaume et de votre avenir. Vous,
encore jeune, avait commencé à comprendre le réseau complexe d'alliances et de trahisons qui ont été tissés autour de cette femme. Son pouvoir et son influence sur votre père étaient une pompe horlogère sur le point d'exploser. Mais l'ascension de Maria de Padilla vous a non seulement affecté, mais a allumé le fusible de la rébellion entre la noblesse castilienne. De nombreux nobles, habitués à un pouvoir qui s'est échappé avec l'arrivée de votre père, a vu à Marie une menace pour leurs privilèges. Son influence sur la cour, sa richesse croissante et la vraie faveur excessive à elle, ont nourri la méfiance et le murmure. Ils se sont sentis dépossédés, ignorés, et la tension a été ressentie dans tous les coins du palais. Les différends étaient de plus en plus évidents. Les grands seigneurs, habitués à l'envoi, se sont sentis relégués à l'arrière-plan. Les décisions politiques ont été prises sans leur consultation. Leurs demandes ont été ignorées et leurs influences ont été diluées avant l'omniprésence de Maria de Padilla et de ses proches. Le ressentiment est devenu un terrain reproducteur pour le complot, la trahison et l'opposition ouverte à votre règne, avant même qu'il ne commence officiellement. Vous, encore jeune et avec la couronne à l'horizon, avez fait face à une cour divisée et à une noblesse d'armes. L'ombre de la guerre civile prévoyait sur la Castille, menaçant de détruire tout ce que votre père avait réussi à construire. Et la pression était immense. Maintenir le contrôle d'un royaume en crise, tandis que les ambitions des nobles étaient confrontées à l'influence de votre amant. Le défi était le capital, et l'avenir semblait incertain et plein de dangers. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. Mais la menace ne se limitait pas à la noblesse malheureuse. Aragon, votre puissant voisin, l'instabilité soigneusement observée à Castilla. Le roi Pedro, avec ses ambitions et ses ennemis, a été une cible facile pour l'expansion aragonaise. Pedro IV d'Aragon, connu sous le nom de Cérémonie, n'a pas perdu de vue l'occasion d'intervenir dans les affaires castillennes, attendant le bon moment pour étendre son royaume. Les négociations diplomatiques étaient intenses. Les deux couronnes ont échangé des émissaires, chacun essayant d'obtenir des avantages stratégiques. Pedro el Cruel, avec son arrogance habituelle, a sous-estimé la menace aragonaise, faisant confiance à son armée et à sa capacité à écraser toute rébellion, à la fois interne et externe. Cependant, la réalité était plus complexe. Et la guerre avec Aragon pourrait mettre fin à votre règne. La menace d'une invasion aragonaise était réelle et palpable. Pedro IV avait une armée expérimentée et bien équipée, prête à profiter de toute faiblesse en Castille. Et la pression diplomatique s'est intensifiée, Aragon exigeant des concessions territoriales et la reconnaissance de son influence sur les affaires castillennes. Vous, comme king, avez fait face à une décision cruciale: le rendement aux exigences aragonais, ou vous préparez à une guerre qui pourrait détruire votre royaume. Mais les actes de cruauté étaient-ils vraiment, ou Pedro a-t-il agi par nécessité? Vous devriez considérer l'instabilité du royaume. Et la noblesse, toujours avide de pouvoir, a constamment conspiré contre lui. Ces exécutions, souvent cruelles, pouvaient être considérées comme des mesures pour maintenir le contrôle, pour réprimer les rébellions qui menaçaient de démembrer Castilla. Était-ce un despote assoiffé de sang, ou un roi qui a fait ce qui était nécessaire pour préserver sa couronne? Ces décisions politiques, bien que souvent impitoyables à vos yeux, sont encadrées dans le contexte du temps. Et la guerre civile était une constante et une trahison, une monnaie de changement habituelle. Elle a agi fermement, éliminant ses ennemis réels ou potentiels, avant de pouvoir déstabiliser complètement leur règne. C'était un jeu de puissance impitoyable, où la clémence pourrait être un luxe qui ne pouvait pas se permettre. Pensez à la situation. Un jeune roi, entouré de puissants ennemis à la recherche de sa chute. Votre cruauté était-elle une réponse à une trahison constante, une stratégie pour rester au pouvoir, ou simplement l'expression de nature violente? L'histoire, comme toujours, offre plusieurs interprétations. Vous observez les actions, considérez le contexte et décidez quel qualificatif correspond à votre règne. Mais retournez à Pedro. Sa vie privée était aussi turbulente que son règne. Imaginez-vous le roi, entouré de luxe et de pouvoir, mais aussi tourmenté par des passions intenses et des décisions impulsives. Ses relations amoureuses reflètent sa personnalité complexe. Un homme capable d'une grande affection, mais aussi de cruauté impitoyable quand il se sentait menacé. Son mariage avec Blanca de Bourbon, une femme noble et peut-être dévot, était marqué par la froideur et la distance. L'ambition politique de Peter l'a amené à rechercher des alliances stratégiques. Et il est possible que Blanca n'ait tout simplement jamais été le centre de son attention. Pensez aux rumeurs qui ont dû circuler dans la cour, les chuchotements dans les couloirs du palais. Mais le véritable amour, ou du moins la passion écrasante, est arrivé avec Maria de Padilla. Une femme belle et intelligente. Maria a défié les conventions sociales et est devenue l'amant préféré du ROI. Sa relation, bien que scandaleuse, était passionnée et durable, même après la mort de Maria. Imaginez l'intensité de leur rencontre, le risque qu'ils courent tous les deux. Au vert, Peter's relation were not limited to Marie. Elle avait d'autres amoureux, d'autres liens qui nourrissent son désir et son besoin de pouvoir. Chacune de ces relations a influencé la politique, les intrigues palatiales, les décisions du roi. Ces relations étaient-elles des fruits d'amour ou une stratégie politique froide? Mais que savons-nous de Blanca de Bourbon, la reine qui a partagé la vie et le lit avec ce roi donc particulier? Imaginez-le. Un jeune Français, nouvellement arrivé à la cour castilienne, un monde complètement différent de celui qu'il connaissait. Et la langue, les coutumes, l'atmosphère d'intrigue qui entourait Pedro.
Tout devrait être un énorme choc culturel pour elle. Elle devait se sentir seule, observant de l'ombre le tourbillon de la vie de son mari. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Sa vie au tribunal castilien était sûrement marquée par l'opulence, mais aussi par l'incertitude. Entourée de nobles puissants, chacun avec ses propres programmes et ambitions, Blanca a dû naviguer soigneusement dans les eaux turbulentes de la politique castilienne. Comment était votre quotidien? Ce Sensia Segura en supposition Comorena. Au vivia con el Constanti Miedo, à la Tression y las conspiration que le Naban la corté? Pensez aux portraits qui nous sont venus à partir du moment. Reflètent-ils la vraie personnalité de Blanca? Ou sont-ils juste une représentation idéalisée de la reine, une image soigneusement construite pour projeter l'idée de pouvoir et de stabilité dont le royaume avait besoin? Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude ce que sa vie privée était vraiment, mais nous pouvons imaginer les pressions auxquelles il a été soumis. Imaginez la scène. Séville, bondée de gens. Vous êtes là, parmi la foule en attente, en voyant comment Pedro I, le cruel, s'approche de la cathédrale. Le soleil castilien brille sur des pierres en or et précieuses qui ornent ses vêtements, se cachant, un instant, l'obscurité qui abrite son cœur. L'atmosphère est célébrée, mais il y a un sentiment, une tension palpable dans l'air que même vous, un simple spectateur, vous pouvez ressentir. La cérémonie est somptueuse, un déploiement de pouvoir et de richesse. Évêques, nobles, messieurs, tout le monde assiste au couronnement de ce roi qui a déjà gagné une réputation controversée. Disons. Vous observez la solennité du rituel, l'imposition de la couronne, le moment où Pedro devient officiellement roi de la Castille. Mais derrière la pompe, vous pensez que quelque chose ne convient pas. La fête postérieure est un tourbillon de musique, de danse et de vin. Mais vous, au milieu de la célébration, souvenez-vous des histoires qui sont chuchotées dans l'ombre. Les intrigues palatiales, les rivalités entre nobles et les rumeurs sur la reine blanche. Et la joie du couronnement semble creux, un masque qui cache une vérité beaucoup plus sinistre. L'ombre de la violence se profile sur l'opulence. Mais, qui a ordonné sa mort? C'est la question que les historiens ont persécutée pendant des siècles. Certaines théories pointent vers Enrique de Constamara, le demi-frère de Peter, un homme ambitieux qui a vu dans la mort du roi une occasion de monter sur le trône. Imaginez la tension, la planification secrète, les réunions de nuit dans la lueur aux chandelles. Il est dit qu'Enrique a tissé un réseau d'alliés, nobles mécontents du règne de Pedro, assoiffés de pouvoir et prêts à renverser le sang. D'autres blâment Maria de Padilla, l'amant préféré de Pedro. Bien que certains l'aient considérée comme une figure puissante, capable d'influencer les décisions du roi, d'autres la dépeignent comme une victime, une femme piégée dans un jeu politique mortel. Était-elle une pièce clé dans le complot, ou une simple marionnette entre les mains d'autres conspirateurs plus puissants? À toi de voir. L'histoire vous offre différentes perspectives. La vérité, comme c'est généralement le cas, se cache entre les ombres et les rumeurs. Peut-être que nous ne savons jamais avec certitude qui a donné l'ordre final, qui était le cerveau derrière le complot. Mais les soupçons soulignent plusieurs personnages clés de la cour. Certains historiens mentionnent des nobles puissants, du ressentiment des actions de Pedro, qui ont vu dans leur mort l'occasion d'améliorer leur position sociale et économique. Il y en avait beaucoup qui ont bénéficié de leur chute. Revenons à la mort de Blanca de Borbon. Un simple accident. Comment insiste-t-il? Sa chute de la fenêtre de sa chambre. Était-ce vraiment un glissement? Car ils ont essayé de faire croire. Beaucoup doutaient. Vous devriez aussi regarder les détails. La hauteur de la fenêtre, la fragilité de votre santé, les circonstances politiques du moment, tout indique quelque chose de plus sinistre. Pensez aux soupçons qui ont entouré la mort de la reine. Les rumeurs d'empoisonnement, les intrigues palatiales, les tensions entre Pedro et sa femme, étaient un obstacle au plan de Pedro, un pion dans son jeu de puissance. La version officielle n'a jamais convaincu tout le monde et à juste titre. Les enquêtes ultérieures, ou plutôt leur manque, ne nourrissent que les théories du complot. Et la vitesse à laquelle l'affaire a été close, l'absence d'un examen exhaustif, était-ce une décision préméditée de faire taire la vérité? La mort de Blanca est toujours un mystère, une énigme qui persiste dans l'histoire de la Castille. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. La mort de Blanca n'est pas passée inaperçue. Et la noblesse castilienne, divisée entre les partisans de Pedro et les détracteurs, a regardé avec suspicion. Certains, en particulier les nobles liés à la reine, ont chuchoté sur la vraie nature de cet accident. La suspicion d'un véritable meurtre s'est étendue comme une tache d'encre dans un rouleau, tachant l'image du roi. Vous vous demanderez, qu'ont-ils fait? La réponse est complexe. Certains nobles, puissants et avec leurs propres ambitions, ont vu dans la mort de Blanca l'occasion de défier Pedro. D'autres, plus prudents, ont préféré attendre, observer comment la situation a été développée, calculant les conséquences de toute action contre le roi. La réponse de la noblesse n'était ni unanime ni immédiate. Et la peur de véritables représailles était palpable. Pedro, malgré sa cruauté, était un roi puissant. Ses ennemis savaient qu'un faux mouvement pouvait signifier la ruine, la prison ou même la mort. Et la conspiration, s'il y en avait, a été tissée en secret, entre chuchotements et apparences furtives. La mort de Blanca était l'étincelle qui a déclenché le fusible. Vous savez déjà que la noblesse castilienne était divisée. Mais maintenant la tension est devenue insupportable. Les partisans d'Enrique de Constamara, moitié frère de Pedro,
ont vu dans la mort de la reine une occasion de défier le roi. Enrique, toujours ambitieux, a profité de l'instabilité pour rassembler ses alliés, leur promettant des terres et du pouvoir s'ils l'aidaient à revendiquer le trône. Et la rumeur d'une conspiration s'est propagée comme la poudre à canon, la peur et l'incertitude. La guerre civile a explosé violemment. Les Castillots ont été assiégés, des batailles ont été menées dans les champs de la Castille et le sang a traversé les rivières. Vous vous demanderez qui a rejoint chaque côté. Et la réponse est complexe. La loyauté a changé, les alliances se sont brisées et formées. Motivée par l'intérêt personnel et la peur. La noblesse a été divisée et la guerre est devenue une lutte impitoyable pour le pouvoir et la survie. Pedro, habitué à l'opulence et au luxe, s'est retrouvé à se battre pour sa propre vie et sa couronne. Et sa cruauté, qui était déjà légendaire, s'est intensifiée pendant la guerre. Et elle n'a pas hésité à ordonner les exécutions, la torture et les confiscations de biens à ses ennemis. Pendant ce temps, Enrique, avec le soutien de la France et de l'Aragon, gagnait du terrain et consolidait sa position. Et la guerre n'était pas seulement une lutte pour le trône, mais une lutte pour la propre identité de Castilla. La guerre civile a éclaté avec toute sa fureur. Vous avez vu comment Pedro, malgré sa cruauté, était un roi rusé sur le champ de bataille. Ses victoires initiales ont été impressionnantes. Mais la rébellion d'Enrique, soutenue par la France et l'Aragon, s'est propagée comme une tache d'huile. Les châteaux ont constamment changé de main. La campagne est devenue un scénario de pillage et de massacre, et l'économie du royaume, déjà affaiblie, s'est encore plus effondrée. Son règne était une succession incessante de batailles, de trahisons et d'exécutions. Pedro, connu pour sa soif implacable pour se venger, n'a pas hésité à éliminer ses adversaires, même s'ils étaient membres de sa propre famille. Les atrocités commises par leurs troupes, et en lui-même, ont laissé une cicatrice profonde dans la mémoire collective de la Castille. Et la confiance dans la monarchie s'est interrompue irréclaimement. Malgré ses capacités militaires, la cruauté de Peter a fait de lui un dirigeant profondément impopulaire. Ses actions ont provoqué une résistance constante et lui ont coûté le soutien de nombreux nobles, qui ont vu Enrique de Constamara une alternative. Même s'il s'agit d'une alternative tout aussi violente. Le royaume, plongé dans une guerre civile impitoyable, saignant lentement. Son héritage serait celui d'un roi guerrier, mais aussi celui d'un tyran qui a emmené Castilla au bord de l'effondrement. Mais vous vous demandez, qui vraiment Pedro I? Un monstre assoiffé de sang, tel que peint par les chroniques de leurs ennemis, ou un leader impitoyable capable, qui a eu du mal à maintenir l'unité de la Castille? L'histoire, souvent, est écrite du point de vue du gagnant, et dans le cas de Pedro, ses adversaires avaient beaucoup à dire sur son héritage. Ses actions, incontestablement brutales, ont été amplifiées au fil du temps, nourrissant une légende noire qui éclipse d'autres aspects de son règne. N'oubliez pas ses victoires militaires, sa capacité à consolider le pouvoir, bien que par des méthodes douteuses. Imaginez la perspective d'un noble castillan qui, malgré la violence, a vu à Pedro un roi capable de défendre le royaume de ses ennemis, un chef qui, bien qu'il ait agi dur, a gardé les nobles rebelles à distance et protégé les frontières. Était-il un tyran ou une décision efficace, mais implacable? Prosodie. Speak. Speak, prosodie rat égal. 90%. L'image que nous avons de Pedro el Cruel est un mélange complexe de réalité et de légende. L'histoire nous présente des faits, mais la légende ajoute des couches d'interprétation, d'exagération, de propagande. En tant que spectateur, vous devriez considérer les deux perspectives pour former votre propre opinion. Quel poids donnez-vous les accusations de cruauté et les histoires de leurs excès? Et quelle importance donnez-vous à vos réalisations militaires et politiques? Votre rôle en tant que défenseur du royaume? Mais l'histoire, comme c'est généralement le cas, est pleine de nuances. Les chroniques, souvent écrites par leurs ennemis, la présentent comme un tyran impitoyable, un monstre qui a assassiné sa propre femme, Blanca de Bourbon, le même jour de son couronnement. Était-ce vraiment comme ça? Ou la légende noire qui les persécute a-t-elle exagéré au cours des siècles, transformant un roi complexe en une figure presque démoniaque? La mort de Blanca de Bourbon, par exemple, est enveloppée de mystères. Certains parlent d'un meurtre prémédité, d'autres d'un accident ou même d'un complot en palais. L'absence de preuves écrasantes permet à la légende de se développer, nourrissant l'image d'un roi capable de toute atrocité. Vous pouvez décider quelle version vous convainc. D'autres légendes le peignent comme un roi puissant, capable de contrôler ses nobles rebelles et de maintenir l'unité de son royaume. Un leader ambitieux, peut-être cruel, mais efficace dans son gouvernement. Cependant, l'image du roi meurtrier, de l'homme qui n'a pas hésité à éliminer ses ennemis, réels ou imaginaires, a été enregistrée par le feu en mémoire collective. Mais qu'est-ce que Pedro I? Est-ce seulement le souvenir d'un roi meurtrier, un point sombre de l'histoire de la Castille? Pour de nombreux historiens, son règne, bien que marqué par la violence, signifiait également une période d'une certaine expansion territoriale et consolidation du pouvoir réel. Pensez aux réformes administratives qu'elle a mises en œuvre, même si elles étaient souvent au détriment de la souffrance de leur peuple. Son héritage, bien que complexe, est indéniable. Son impact sur l'économie castilienne est également un point clé pour comprendre son héritage. Malgré les guerres et l'instabilité, il a favorisé le commerce et l'artisanat,
Bien que la richesse se soit concentrée sur les mains de quelques-unes, n'oubliez pas que l'image que nous avons de lui est fortement influencée par les chroniques de ses ennemis, qui exagéraient sûrement ses défauts pour le discréditer. Bref, Pedro el Cruel n'est pas seulement un méchant de l'histoire. Son règne était une période complexe et contradictoire, avec des lumières et des ombres. Votre opinion sur son héritage dépendra de ce que les aspects mettent en évidence. La cruauté impitoyable ou les réformes qui, à leur manière, modernisaient la Castille. Elle est lui-même devenue une légende, un exemple des complexités du pouvoir et de l'ambition. Mais comment pouvons-nous séparer la légende de la réalité dans l'histoire de Pedro I? Les chroniques de l'époque, souvent écrites par des moines ou des nobles avec des intérêts particuliers, sont notre principale source. Imaginée. Chaque histoire, teinte par la loyauté ou le ressentiment envers le roi, nous offre un morceau de puzzle, mais aucune pièce complète de l'image seule. Vous devez garder à l'esprit que l'objectivité historique, si nous le comprenons aujourd'hui, était un concept inconnu. Au XIVe siècle. Analysez attentivement les sources. Qui a écrit le Chronicle? Quelle motivation cela avait-il? Était-ce un partisan de Pedro ou de ses ennemis, comme Enrique de Trastamara? Comprendre le contexte politique et social du moment est la clé pour interpréter les informations. N'oubliez pas que la propagande et la manipulation de l'information étaient des outils courants à l'époque médiévale. Les versions de la mort de Blanca de Borbon, par exemple, varient considérablement. Certaines chroniques la peignaient comme une victime innocente de la cruauté de Pedro, tandis que d'autres insinuent sa participation à des complots contre lui. Vous devez évaluer les preuves disponibles, en comparant différentes histoires et à la recherche d'éventuels biais ou contradictions. Ne faites pas confiance à une seule source. Recherchez la corroboration dans d'autres. Mais comment Pedro me compare-t-il avec les autres rois de son temps? Pensez aux puissants monarques de la France ou de l'Angleterre. Ils ont également traité des nobles ambitieux et des guerres constantes, mais avaient souvent des structures de pouvoir plus consolidées. Et la fragmentation du royaume castilien, avec ses puissants seigneurs féodaux, a grandement gêné le gouvernement de Pedro, créant un scénario beaucoup plus instable que celui de ses contemporains dans d'autres pays européens. Prosody/speak. Speak prosody rat égale 90%. Alors que des rois comme Édouard III d'Angleterre ont consolidé leur pouvoir grâce à des campagnes militaires réussies et à une administration centralisée, Pedro a constamment examiné la rébellion interne. Leurs méthodes cruelles, bien que efficaces dans certains cas, ont généré plus d'ennemis que d'alliés, affaiblissant leur position par rapport aux monarques qui, malgré leur propre cruauté, ont réussi à maintenir un contrôle plus ferme sur leur royaume. La principale différence résidait dans la capacité de ces rois à construire des alliances stratégiques et à maintenir une image d'autorité stable, quelque chose que Pedro était insaisissable. Sa réputation de cruauté et ses confrontations constantes avec la noblesse castilienne isolée internationalement, limitant sa capacité à obtenir un soutien externe et à laisser son royaume vulnérable aux intrigues et aux guerres civiles. Contrairement à ses pairs européens, Pedro n'avait pas la stabilité politique nécessaire pour consolider son pouvoir à long terme. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Vous avez vu comment la figure de Pedro le Cruel a transcendé le temps, atteignant notre temps grâce à la culture populaire. Imaginez les scènes des films et des livres, où votre règne, si plein de drames et de violence, devient une source d'inspiration inépuisable pour les artistes et les écrivains. Pensez aux romans historiques qui ont reconstruit leur vie, peignant un portrait complexe, parfois contradictoire, d'un roi impitoyable, mais aussi capable d'actes d'une grande générosité. Vous êtes-vous demandé comment ils l'ont décrit? En tant que méchant implacable ou en tant que produit de son temps, victime des intrigues de la cour? Au cinéma, sa silhouette a été interprétée de diverses manières, parfois comme un tyran sanguinaire, d'autres comme un leader complexe et tourmenté. Avez-vous vu un film ou une série où votre règne est représenté? Il est fascinant de voir comment la même histoire peut être racontée de manière différente, selon la perspective de l'artiste. Mais que s'est-il passé avec Blanca de Bourbon après son meurtre tragique? Sa mort, un coup brutal pour la Castille, ne ferait pas taire son héritage. Bien que son règne soit éphémère, son image a été enregistrée dans la mémoire collective, une jeune reine, magnifiquement et cruellement arrachée. Pensez à l'indignation qu'il devait générer parmi ses proches, la tristesse d'un peuple qu'il a vu comme un symbole d'espoir. Sa mort est devenue un symbole de la brutalité de Pedro I, nourrissant la légende noire qui le persécuterait à travers l'histoire. Dans chaque histoire, dans chaque ballade, son nom a résonné comme un écho de l'injustice. Imaginez-le, transformé en une figure de compassion, d'innocence trahie au milieu d'un scénario de pouvoir et de cruauté. Bien que l'histoire officielle puisse essayer de la faire taire, la mémoire populaire l'a maintenue en vie. Sa courte durée de vie, tronquée si violemment, a nourri les légendes et les chansons qui ont été transmises de génération en génération, ce qui en fait un personnage emblématique de l'époque. Pouvez-vous imaginer la puissance de ces histoires, la façon dont ils ont gardé leur mémoire en vie au fil du temps? Mais qui a ordonné son meurtre? C'est la question qui dure au fil du temps. Pedro le Cruel, son propre mari, était le principal suspect, bien sûr, mais les preuves directes ont toujours été insaisissables. Était-ce un acte de cruauté impitoyable, une élimination stratégique d'une reine qui était peut-être opposée, ou quelque chose de plus trouble, une conspiration dans l'ombre de la cour castilienne? Certains historiens soulignent la possibilité que l'ordre provienne de puissants ennemis de Blanca,
peut-être noble qui a vu une menace pour leurs intérêts ou un obstacle à leurs ambitions. Le réseau d'intrigues de Palaciga était complexe et dangereux à l'époque, et la mort de Blanca aurait pu être le résultat d'une conspiration soigneusement orchestrée. Y. Lugo Estat el Misterio del Arma Homicida. Quel type d'arme a été utilisé? Était-ce une arme blanche, un poison ou quelque chose de plus insidieux? L'absence de preuves concluantes a nourri les spéculations depuis des siècles, donnant libre cours à l'imagination et laissant la porte ouverte à de nombreuses théories, un peu plus de fantaisie que d'autres. La vérité, si elle est connue, reste cachée après le voile du temps. Mais le doute persiste, la justice ou la vengeance était-elle? Certains historiens soulignent un complot palatial, d'autres à la simple cruauté de Pierre. Vous pouvez vous juger. En voyant les preuves disponibles. Et la mort de Blanca de Borbon, un acte aussi brutal, projette une ombre sombre sur son règne, tachant son héritage et sa trahison. Était-ce un acte de dépit, une élimination d'un obstacle politique ou d'un mélange des deux? Ou prosodie? Speak. Speak. Prosodie. Rate égale 90%. Son règne, marqué par des guerres civiles, des trahisons et de la violence inédite, nous laisse un goût amer. Pedro, un roi qui s'est levé sur le trône avec une promesse de justice, a fini par se souvenir de sa cruauté. Comment un homme avec autant de puissance pourrait-il tomber si bas? La réponse, peut-être, se trouve dans la complexité de la nature humaine et dans les pressions du pouvoir. Réfléchissez. L'histoire de Pedro el Cruel n'est pas seulement un récit des faits, mais une profonde réflexion sur le pouvoir, l'ambition et les conséquences des actions. Un roi qui est devenu synonyme de tyrannie, laissant une longueur teinte de sang et un mystère qui dure à ce jour. Que pensez-vous de la justice et de la vengeance de votre règne? Regardons les faits. Blanca de Bourbon, votre femme, est morte sur le sol de El Alcázar de Séville, le même jour de votre couronnement. Un coup, certains disent, dans la tête. Un accident, peut-être, au milieu du tumulte de la célébration. Mais, vraiment un accident? Les blessures, selon les témoins, étaient profondes et précises. Une coïncidence qui s'est produite juste le jour où Pedro est devenu un roi, avec ses ennemis traquant dans l'ombre. Certains parlent d'une arme émoussée, d'autres d'un objet tranchant. Et la confusion régnait. Les rumeurs, comme les serpents toxiques, ont glissé dans les couloirs du palais. Était-ce un serviteur imprudent, un ennemi masqué profitant de l'occasion? Ou, peut-être quelqu'un plus proche d'elle, quelqu'un avec accès au palais et des motifs cachés? L'enquête, s'il y en avait, était superficielle. Pedro, le nouveau roi, avait beaucoup à gagner avec la mort de sa femme. Son règne était instable, plein d'ennemis et de complots. L'élimination de Blanca a également éliminé les menaces potentielles de son pouvoir. Mais, était-ce suffisant pour justifier le meurtre? C'est la question qui vous poursuit toujours. La mort de Blanca, si suspecte, se sèmera la discorde dans le royaume. Votre règne, Pedro, est devenu une lutte constante contre vos frères, qui a vu dans votre instabilité l'occasion de réclamer le trône. L'ombre de la violence et du doute vous a poursuivi pendant des années, nourrissant les guerres civiles qui saignent la Castille. Imaginez le poids de ce sang dans votre conscience, le fardeau d'un royaume fracturé par vos propres actions. Les conséquences de votre décision s'étendent au-delà de votre vie. L'instabilité politique que vous avez créée a affaibli Castilla, la rendant vulnérable à ses ennemis. Pensez aux années de guerre, dans la souffrance de votre peuple, dans l'héritage de la violence que vous avez laissé derrière vous. Était-ce le prix de la couronne si élevé? Votre histoire, Pedro, est devenue un avertissement. Une leçon sur le pouvoir absolu et ses dangers. L'histoire de l'Espagne se souvient de votre nom comme le Cruel, un monarque impitoyable dont le règne a laissé une profonde cicatrice dans la nation. Un rappel de la façon dont les actions de l'homme célibataire peuvent changer le cours d'un empire. Mais que se passe-t-il si je vous raconte que l'histoire de Pedro I, la Cruel, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît? Les historiens modernes ont commencé à remettre en question l'image du monarque impitoyable qui a été transmise depuis des siècles. Son règne est examiné, non seulement à partir du prisme des chroniques écrits par leurs ennemis, mais d'analyser les sources primaires avec plus de soin et de contexte. Elles cherchent à comprendre leurs actions, les motivations derrière leurs décisions et le contexte sociopolitique dans lequel il s'est développé. Certaines études suggèrent que l'image de Cruel a été exagérée, le résultat de la propagande de leurs ennemis, qui cherchaient à délégitimer leur règne. On fait valoir que bon nombre des actions qui lui sont attribuées, comme l'exécution des nobles, étaient courantes à l'époque. La violence était un outil politique, et Pedro n'était pas le seul à l'avoir utilisé. Et la perspective moderne vise à clarifier les jugements moraux, en tenant compte des normes et des conventions de l'ère médiévale. L'impact de son règne sur le développement de la Castille est également étudié. Bien que son gouvernement ait été marqué par la violence, les réformes administratives et économiques sont également attribuées qui ont contribué à la consolidation du royaume. La perspective moderne essaie de comprendre son héritage dans toute sa complexité, sans la simplifier à un simple stéréotype tyrannique. C'est une tâche difficile, mais nécessaire de comprendre l'histoire de la Castille plus justée, complètement. Et prosodie, et speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Alors, comment jugeons-nous Pedro I aujourd'hui? C'est compliqué, non? La vision traditionnelle le dépeint comme un tyran assoiffé de sang, responsable de la mort de sa femme Blanca de Borbon, entre autres atrocités. Mais les nouvelles enquêtes fournissent des nuances. Certains historiens soutiennent que l'image de Pedro el Cruel est une construction ultérieure,
Une légende noire alimentée par ses ennemis politiques. Pensez au contexte. La Castille XIV était un foyer d'intrigues, de guerre civile et de lutte de pouvoir. Pedro I, au milieu de tout ce chaos, a dû prendre des décisions difficiles, parfois cruelles, pour maintenir son trône. Était-ce impitoyable? Sans aucun doute, il a commis des actes terribles, mais était-ce pire que les autres rois de son temps? C'est la question que nous devons nous poser. Le jugement historique de Pedro I est donc un processus continu. Nous ne pouvons pas le juger avec les valeurs morales de notre temps. Nous devons comprendre son contexte, leurs motivations et les pressions auxquelles il a été confronté. Cela signifie-t-il que nous justifions vos actions? Non. Cela signifie que nous devons les analyser avec la plus grande objectivité possible, reconnaissant la complexité du temps et éviter de tomber dans des jugements simplistes. Mais pensez à ceci, l'histoire de Pedro the Cruel n'est pas seulement une succession de crimes. C'est une leçon sur le pouvoir, l'ambition excessive et les conséquences de la gouvernance avec la cruauté. Son règne, bien que marqué par la violence, nous montre comment les décisions de l'homme célibataire peuvent profondément affecter un royaume entier. En modelant de façon irréversible. Notez comment le manque de légitimité et d'instabilité politique a généré un cycle de violence qui a duré des décennies. Vous pouvez apprendre de vos erreurs. L'abus de pouvoir, le manque de justice et l'incapacité de Pierre à se connecter avec son peuple ont contribué à sa chute. Son règne nous rappelle l'importance de la justice, de la responsabilité et du leadership compatissant. Un dirigeant qui n'écoute pas son peuple est destiné à l'échec, et son héritage sera taché par le sang et la souffrance. Lors de l'étude de la vie de Pedro el Cruel, nous apprenons non seulement une période sombre de l'histoire de la Castille, mais réfléchissons également à la nature du pouvoir et à ses limites. Son histoire sert d'avertissement, un rappel que la cruauté et la tyrannie, bien qu'elles puissent sembler réussir à court terme, apportent toujours des conséquences dévastatrices à long terme. C'est une histoire qui nous oblige à remettre en question nos propres valeurs et à réfléchir sur le type de leader que nous voulons. Beaucoup me posent des questions sur Blanca de Borbon, sa deuxième épouse. Était-ce vraiment aussi innocent que de la peinture? La vérité est que son rôle dans le tribunal est complexe, entouré d'intrigues et de soupçons. Son mariage avec Pedro était stratégique, une alliance politique qui, cependant, ne l'a pas combattu de l'ombre de la cour castilienne, où la loyauté était un concept flexible. Un autre doute récurrent, comment Peter pourrait-il maintenir le pouvoir si longtemps malgré sa cruauté? Une partie de la réponse réside dans sa capacité à manipuler la noblesse, à récompenser ses alliés et à éliminer ses ennemis avec une efficacité brutale. Et la peur, plus que l'amour, a consolidé son règne, créant un climat de terreur qui a gardé ses adversaires à distance. Et enfin, la question que beaucoup vous posent, sa mort était-elle un meurtre ou une conséquence de ses actions? La vérité est que la mort de Pedro le Cruel était un point culminant d'une vie pleine de violence et de trahison. Enrique de Constamara, son demi-frère, l'a vaincu au combat, mais la cruauté de Pedro avait semé les graines de sa propre destruction. Et donc, nous atteignons la fin de l'histoire de Pedro el Cruel, une histoire pleine de trahison, d'amour et bien sûr, de la mort. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à l'espagnol du XIVe siècle. Ce fut un plaisir de vous dire et de découvrir avec vous les ombres et les lumières de ce roi controversé. Mais ce n'est pas la seule histoire fascinante que le passé se réserve. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons d'autres épisodes tout aussi captivants. Préparez-vous à vous immerger dans de nouvelles intrigues, à rencontrer des personnages inoubliables et à découvrir des secrets cachés de l'histoire. Je travaille déjà sur de nouveaux scripts, enquêtant sur des personnages et des événements qui vous laisseront à bout de souffle. Abonnez-vous à ne manquer aucune aventure historique. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications chaque fois que vous téléchargez une nouvelle vidéo. Prosodie et Speak. Speak, Prosodie rate égale 90%. Et maintenant, un merci spécial à vous tous, mes chers abonnés, pour votre soutien constant. Vos commentaires, goûts et partagés sont ce qui rend cette chaîne possible. Sans vous, cette aventure à travers l'histoire de Pedro le Cruel n'aurait pas été la même. Merci de m'avoir accompagné lors de ce voyage dans le passé, pour votre intérêt et pour vos questions qui m'encouragent à continuer d'enquêter. Je tiens également à remercier les chercheurs, les historiens et les auteurs dont j'ai consulté les travaux pour créer cette vidéo. Ces recherches méticuleuses ont été la base fondamentale de mon récit. Ces publications m'ont permis d'entrer dans la complexité de l'époque et de mieux comprendre la vie et le règne de Pedro I de Castille. Sans son travail, cette vidéo ne serait pas possible. Enfin et surtout, un merci spécial à mon équipe d'édition pour votre dévouement et votre professionnalisme. Son travail a été essentiel pour donner vie à cette histoire, transformant la recherche en un produit visuel attrayant et facile à comprendre. Sa patience et son œil critique ont été fondamentaux pour le résultat final. Merci pour vos efforts. Mais l'histoire de Pedro the Cruel ne se limite pas aux chroniques écrites. Grâce à la recherche historique, nous avons accès à des images et des documents de l'époque qui nous permettent de visualiser, même en partie, le monde dans lequel il vivait. Imaginez, un instant, les lettres scellées avec le vrai sceau, la calligraphie élégante et précise, les détails approfondis de l'écriture qui nous disent sur les intrigues et les alliances de la cour castilienne. Pensez aux manuscrits illuminés, avec leurs couleurs vibrantes et leurs images détaillées qui représentent des scènes de vie courtoise, de bataille ou même de portraits de Blanca, la malheureuse reine. Bien qu'il n'y ait pas de portrait sans équivoque, l'iconographie de l'époque nous donne une idée de la façon dont cela aurait pu être.
Même les ruines des châteaux et des palais de l'époque, qui durent encore, nous parlent de la grandeur et de l'opulence de la cour castilienne du XIVe siècle. Regardez les détails architecturaux, les pierres érodées par le passage du temps, les marques qui Pedro le Cruel lui-même aurait pu laisser dans ses constructions. Ce sont des vestiges silencieux d'une époque turbulente. Mais attendez-vous, comment pouvons-nous vraiment comprendre la portée du royaume de Pedro el Cruel et ses guerres constantes? C'est là que notre carte interactive entre Castilla visualise au XIVe siècle. Observez les frontières, les villes clés, les châteaux stratégiques, tout prend vie. Regardez comment elle s'est étendue et a contracté son pouvoir tout au long de son règne, selon les alliances et les batailles. Imaginez suivre les étapes de Pedro I, de Séville, de sa capitale, aux zones frontalières en litige avec le Portugal et Aragon. Cliquez sur chaque ville, chaque château, et découvrez son importance historique dans le contexte de son règne. Vous verrez comment la géographie a influencé ses décisions militaires et politiques. C'est un outil incroyable pour comprendre la complexité de l'époque. Cela vous permettra de mieux comprendre les stratégies militaires de Pedro, ses alliances et rivalités, et l'impact que son règne a eu sur la configuration politique de la péninsule ibérique. Ce n'est pas seulement une carte, c'est une fenêtre vers le passé, un outil qui vous permettra d'explorer Castilla médiévale avec une profondeur inégalée. Explorer chaque coin, chaque détail et créer votre propre compréhension de cette période convulsée. J'espère que vous avez été intéressant. Si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus d'histoires. Que pensez-vous du règne du Cruel? Laissez-moi votre commentaire. Prosody, Speak.